Bienvenue dans l'Instant Recherche. Je suis Solène Azoir et tous les mois, je m'entretiens avec des chercheurs en sciences humaines et sociales de CY-SRJ Paris Université qui partagent leur savoir avec enthousiasme et simplicité. L'idée du label École du Bonheur, c'est de pouvoir participer à la transformation d'une culture du bien-être au sein des établissements et en lien avec la recherche. Tous les ans, autour du 20 mars, le laboratoire Bonheur de CY-SRJ Paris Université organise la Semaine du Bonheur à l'école, pendant laquelle les établissements scolaires mettent en œuvre des projets, expérimentations et innovations. À travers cet événement et le label participatif des Écoles du Bonheur, l'ambition est de placer le bien-être au cœur des apprentissages et de montrer que la recherche en sciences de l'éducation peut être un appui concret, accessible pour accompagner les équipes à l'international et valoriser tout ce qui se fait déjà dans les écoles. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Séverine Collinet, directrice du laboratoire Bonheur et professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation. Bonjour Séverine, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps, pourrais-tu nous présenter le laboratoire Bonheur ? Alors, c'est le premier laboratoire européen qui a été créé en 2018. Donc, c'est un laboratoire qui est quand même assez jeune et qui est dédié aux questions relatives au bien-être dans les organisations éducatives. Bonheur, c'est un acronyme qui signifie bien-être, organisation, numérique, habitabilité, éducation, relations et savoir. Le laboratoire est pensé un peu comme une organisation apprenante qui est en prise avec les territoires, y compris les territoires à l'international, et il est structuré autour de chaires de recherche. Donc on peut en citer quelques-unes, par exemple la chaire UNESCO et qui est en partenariat aussi avec l'agence universitaire de la francophonie et bien sûr CY-SRJ Paris Université qui s'appelle Francophonie et révolution des savoirs. Il y a une autre chaire médiation et participation citoyenne et une autre chaire transition au carré, architecture scolaire. Et puis il y a d'autres chaires en émergence, par exemple sur les écoles du bonheur ou encore éducation et santé. Ton laboratoire a créé le label des Écoles du Bonheur. En quoi consiste-t-il ? Les écoles du bonheur sont des établissements scolaires, qu'il s'agisse d'écoles primaires, collèges ou lycées, qui œuvrent au bien-être dans les établissements. Et donc, ces établissements sont labellisés par notre laboratoire de recherche Bonheur. Ce label, il consiste finalement en un accompagnement par la recherche des écoles, et ça, c'est important. Et c'est une démarche qui est assez novatrice. Et donc, ces établissements qui œuvrent au bien-être et aussi au bien devenir des élèves, parce que le bien-être c'est maintenant, mais le bien devenir c'est aussi être dans une projection et dans le futur. Donc ces établissements qui œuvrent à la fois au bien-être et au bien devenir des élèves et de la communauté éducative, que ce soit des enseignants, des parents d'élèves, vont finalement développer, mettre en œuvre des projets, des initiatives, des démarches qui favorisent le bien-être, mais pas simplement le bien-être par rapport à un seul type d'acteur, par exemple les élèves, mais le bien-être aussi dans une logique de dynamique interactionnelle. Le bien-être, finalement, il n'y a que les enseignants qui se sentent bien. La dynamique interactionnelle n'est pas aboutie. Oui. Et donc le bien-être ne peut pas se déployer aussi au sein des classes. Et on a beau mettre en place des classes flexibles, etc., ça ne fonctionnera pas si on ne travaille pas sur cette dynamique interactionnelle. Et là, il y a une vraie évolution depuis quelques années aussi sur la façon d'envisager la recherche. Avant, c'est vrai qu'on se focalisait beaucoup sur le bien-être des élèves. On avait d'autres publications sur le bien-être des parents d'élèves, le bien-être des enseignants, ou à l'inverse, le mal-être ou la souffrance des enseignants, le mal-être ou la souffrance des élèves, le mal-être ou la souffrance des parents face aux devoirs, etc., etc. Or, aujourd'hui, c'est vraiment cette dynamique interactionnelle que l'on observe. Et on a observé une véritable évolution dans la façon d'appréhender le bien-être. Avant, il y a quelques années, l'idée c'était de se sentir bien pour mieux apprendre. Et aujourd'hui, on se sent mieux pour mieux apprendre, mais aussi on apprend à être mieux. Et apprendre le bien-être, c'est aussi cette dynamique que le label École du Bonheur cherche à incarner. Il y a deux philosophies qui sous-tendent le label École du Bonheur. La première, c'est la coopération entre des scientifiques en éducation.
et des élèves, des parents d'élèves et des enseignants. Et la deuxième philosophie, elle consiste à dire que le bien-être, c'est pas seulement être dans une dynamique pour mieux apprendre, mais c'est la manière d'envisager le bien-être avec l'idée que le bien-être peut être enseigné et que on peut finalement apprendre ou essayer d'apprendre à être heureux. Et c'est vrai qu'avec les nouvelles générations aussi, on observe qu'il y a une certaine sensibilité à la notion de bien-être, des émotions, de l'empathie et donc c'est aussi être porteur de ce message-là à travers le label École du Bonheur. Il y a un changement de paradigme avec l'idée de décloisonnement disciplinaire et puis cette idée aussi, comme le disait Morin, de reliance, parce que l'éducation, c'est aussi un système complexe avec des acteurs qui sont eux-mêmes complexes. Et donc l'idée, c'est aussi de porter un petit peu ce changement de paradigme et de ne pas simplifier à outrance l'acte éducatif et les interactions éducatives au sein des institutions scolaires. Le label, il repose aussi sur des critères qui ont été déclinés aussi en indicateurs de bien-être, par exemple sur la nature des dispositifs mis en place, à travers par exemple de jeux mathématiques, parce qu'il y a une version du label aussi au niveau mathématique du bonheur. Il y a un autre critère qui porte davantage sur l'implication des enseignants à travers la co-animation, le travail collaboratif, etc. et l'engagement des élèves avec des projets, leur participation à des clubs, etc. Il y a une version du label intitulée Mathématiques du bonheur, et cette version du label, là, elle va valoriser des établissements scolaires qui mettent en place des actions qui visent à favoriser le bien-être des élèves en mathématiques. On sait que c'est une discipline qui est souvent redoutée par les élèves, par les parents et puis parfois même par d'autres enseignants de mathématiques. Et l'idée, c'est d'encourager le plaisir, l'engagement et les échanges. Et ce label, du coup, permet aussi de répondre à une préoccupation forte sur le plan disciplinaire. Donc oui, il y a cet enjeu de décloisonnement disciplinaire, mais on cherche à la fois à se décentrer de cette logique disciplinaire et en même temps, dans un double mouvement, on se préoccupe aussi de certaines disciplines qui sont source parfois d'anxiété pour bon nombre d'élèves notamment. Le label École du Bonheur s'inscrit dans une dynamique de solidarité internationale en lien avec le programme Happy School de l'UNESCO. Peux-tu nous en dire plus à ce sujet ? C'est un référentiel mondial, c'est un programme international avec l'idée pour l'UNESCO, et c'est bien rappelé dans son rapport de 2024, l'idée c'est une transformation de l'éducation. Et donc, ce qui est assez original, il me semble, dans la démarche qu'on a cherché à adopter, c'est d'entrer en synergie avec ce programme international de l'UNESCO. Et puis, à partir des 4 piliers qui sont structurés autour des personnes, des processus, des lieux et des principes, sachant que le dernier pilier, les principes, est transversal aux 3 autres. L'idée, avec le label École du Bonheur, ça a été la reprise de ces 4 piliers à travers la charte des écoles du bonheur. Et cette charte-là, ce ne sont pas des principes prescriptifs ni descendants, c'est vraiment une proposition avec une vision commune des écoles du bonheur. Et donc, les 4 piliers de l'UNESCO ont été déclinés au niveau des écoles du bonheur. Donc, les personnes qui correspondraient à l'école des liens, les processus, l'école du sens, les principes, une école ancrée dans le vivant, et on en parle beaucoup aujourd'hui, et une école comme promesse aussi d'avenir. Pourrais-tu nous citer quelques exemples d'écoles labellisées pour nous montrer la diversité des initiatives à l'international ? À l'école de La Réunion, il y a eu tout un travail autour de la notion de musée éphémère. Parce que lors du dernier cyclone, les parents d'élèves, les enseignants étaient submergés par des émotions. Et il y a eu tout un travail autour d'œuvres d'art qu'ils ont créées, qu'ils ont exposées au sein de la cour de récréation de l'établissement pour chercher un petit peu à évacuer ces émotions. Et l'école de La Réunion et La Réunion sont finalement des laboratoires de diversité culturelle, où les parents d'élèves participent eux-mêmes à l'enseignement de langues, l'indonésien, le mandarin, le créole, le tamoul. Donc c'est quelque chose qui est assez riche de ce point de vue-là. Il y a un collège en Polynésie où l'idée, là, ça a été d'intégrer les savoirs autochtones au sein du collège pour se rapprocher des réalités locales, des réalités familiales et des réalités des élèves. Et les enseignants des différentes disciplines ont travaillé sur un événement commun, une fête qui s'appelle Eva Torea. Et l'idée, là, c'était d'appréhender plus finement les savoirs autochtones et de les intégrer, ces savoirs autochtones, au sein de l'établissement.
C'est un peu un laboratoire d'idées aussi, selon le principe du think tank, où il y a des échanges aussi sur les recherches-actions, parce qu'on est là aussi pour produire des recherches et donc des résultats, et donc développer aussi des connaissances sur la notion de bien-être en lien avec la réussite éducative. Mmh. Et donc c'est vraiment aussi cette idée de réseau d'échanges autour de recherche-action qui vont permettre aussi de produire des résultats pour progresser dans la compréhension et puis finalement d'imitation du périmètre du bien-être, du mieux vivre, du bien devenir aujourd'hui. Ouais. Et puis c'est peut-être aussi un réseau de solidarité parce qu'aujourd'hui la recherche elle est évidemment en prise avec le terrain, les réalités locales, les réalités aussi géographiques. Et je trouve qu'il y a un bel exemple aussi, c'est l'école à Madagascar. C'est une école et là encore, chaque école mène un très très beau travail. C'est une école à Madagascar qui se situe à 30 km au nord de Tanarive et où il y a rien du tout. Et la seule aide finalement qui arrive, elle provient de l'extérieur. Et par rapport à cela, il y a tout un travail de solidarité et de jumelage entre élèves qui a pu se mettre en place à la rentrée de septembre 2025, où il y a eu des élèves et des parents d'élèves qui ont un peu plus que les autres, qui ont mis en place des cagnottes pour des élèves qui ont un petit peu moins qu'eux. Et l'idée, c'était là d'acheter aussi du matériel, un tableau, etc., etc. Donc, au-delà de la dynamique de recherche-action, il y a aussi un réseau de solidarité et l'action aussi vient finalement s'inscrire au service des populations. Donc, c'est un bel exemple aussi, je trouve, à ce niveau-là. On parlait aussi tout à l'heure, au niveau du label École du Bonheur, du critère de l'implication. Et au Sénégal, il y a un bel exemple peut-être, c'est un établissement, un lycée où il y a eu des élèves qui participent à des gouvernements scolaires. Donc ça va bien plus loin que des conseils de vie lycéennes. Et donc là, l'idée, c'était de travailler sur le sentiment d'appartenance. Les élèves jouent un véritable rôle au niveau de la vie institutionnelle, de la politique aussi d'établissement. Donc voilà, il y a des exemples concrets. Moi, j'ai aussi un étudiant qui travaille beaucoup sur l'idée de communauté éducative au Cameroun. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'allier aussi la recherche avec les réalités géographiques aujourd'hui qui sont extrêmement complexes et qui sont évidemment encore amenées à évoluer dans le temps. Qu'apporte la recherche en sciences de l'éducation à ces initiatives autour du bien-être et de la qualité de vie à l'école ? On parlait de l'UNESCO tout à l'heure qui développait un référentiel mondial et un programme pour une transformation de l'éducation. C'est ça aussi l'idée du label École du Bonheur, c'est de pouvoir participer à la transformation d'une culture du bien-être au sein des établissements et encore une fois en lien avec la recherche parce que nous, notre mission, c'est de réaliser des recherches. On voit bien que là, on est sur des logiques vraiment de recherche-action et j'ai envie de dire, ça tombe bien aussi parce que les établissements aujourd'hui, les organisations et les publics appellent aussi cette philosophie du bien-être, du bien devenir, du mieux vivre ensemble. Mais il y a des réalités qui sont extrêmement contrastées et c'est là aussi où la recherche est là pour mettre de la nuance, parce qu'on n'est pas sur une vision angélique du bien-être, bien au contraire. Et la démarche aussi, c'est de pouvoir, à partir de réalités quotidiennes, mais aussi subjectives, de chercher à objectiver un petit peu ce rapport au bien-être. Et donc, les collègues aussi travaillent sur un indice du bien-être. Et c'est vrai que les acteurs éducatifs aujourd'hui sont invités à intégrer dans leur professionnalité, dans leur réalité quotidienne, les résultats de recherche qui concernent le bien-être par le développement d'un climat scolaire, professionnel, dit entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, positif, bienveillant, mais en tout cas d'intégrer finalement une approche systémique et la recherche joue un rôle évidemment majeur à ce niveau-là. Et l'idée aussi du laboratoire, c'est de former par la recherche, ce qui contribue au renforcement finalement de l'expertise des acteurs de l'éducation et de la formation, et puis des organisations plus globalement. Le master bien-être dans les organisations permet en effet de former à Cergy des experts du bien-être dans l'éducation et au travail.
Le travail des collègues au niveau de ce master a fait émerger aussi l'idée d'avoir des parrains par promotion. Et donc, il y a des personnalités de renom qui ont soutenu le master bien-être dans les organisations et qui sont venus aussi à la rencontre des étudiants. Donc, on peut citer par exemple Boris Cyrulnik qui a été parrain du master. Avant lui, il y avait Edgar Morin, Rebecca Shankland qui a travaillé beaucoup avec Christophe André, notamment sur les liens d'interdépendance. Donc, Rebecca Shankland qui a été marraine l'année dernière. Et puis cette année, c'est Philippe Mérieux qui est parrain du master bien-être dans les organisations. Parmi les événements phares du laboratoire Bonheur, on peut citer la semaine du bonheur à l'école que j'évoquais en introduction et qui se tient chaque année aux alentours du 20 mars, date de la Journée internationale du bonheur proclamée par l'ONU en 2013. À l'occasion de cette semaine du bonheur, les établissements travaillent en mettant en place des dispositifs, des projets, des initiatives, des innovations et des expérimentations sur cette idée de bonheur, de bien-être. Et on a par exemple une étudiante qui a travaillé sur le bien-être au sein d'un établissement avec le cheval et son expérimentation a débouché sur un projet de thèse qui porte sur l'échymologie. Et donc là, on est vraiment dans cette idée aussi de l'école du vivant et de la dynamique interactionnelle. Il y a aussi tout un appui sur des cadres théoriques, sur les notions évidemment de care, de sollicitude, de prendre soin, d'engagement, de rapport au vivant, à la nature, etc., etc. Et donc voilà, ce sont aussi des recherches très très contemporaines, je crois, par rapport aux objectifs, notamment de développement durable et autres. Ce sont des recherches fondamentales et cruciales pour la construction des sociétés de demain, des futurs citoyens et citoyennes. Tout à fait. Et puis, il y a des établissements aussi où il y a eu l'organisation de débats sur la réussite, parce que nous, c'est aussi c'est notre axe, bien-être et réussite, avec l'idée de, finalement, c'est quoi réussir dans la vie et c'est quoi réussir sa vie. Oui. Peut-être un chiffre aussi. On estime qu'il y a à peu près 80 à 90 millions d'enseignants dans le monde, ce qui signifie que c'est une force de paix considérable, extrêmement puissante. Et à côté de cela, on a encore 250 millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. 7 enfants sur 10 qui sont pas capables de lire un texte simple à un âge où finalement ils seraient censés pouvoir le faire. Et l'UNESCO annonce un besoin de 40 à 60 millions d'enseignants d'ici 2030 pour pouvoir scolariser les nouveaux enfants, sachant que l'on est dans un monde qui est en forte augmentation au niveau de la population. Et je crois que c'est aussi un message important aujourd'hui et les activités de recherche vont aussi en ce sens parce qu'on comprend bien qu'il y a l'activité de recherche et que cette activité de recherche aussi elle a un retentissement sur les acteurs et puis sur aussi les projets de transformation de l'éducation dont on parlait tout à l'heure avec par exemple le programme UNESCO et puis évidemment le label École du Bonheur. Merci beaucoup Séverine pour ta participation aujourd'hui. Merci Solène. C'était l'Instant Recherche. Merci de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à en parler autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.